propriétaire. Et c'est par le même modèle que nous sommes en train de construire la Maison des Nations Unies pour près de 3000 travailleurs du système des Nations Unies, sur le même modèle. Mais nous avons dans le pôle urbain de Diamniadio également un centre de conférence internationale. Ça a été la première infrastructure en réalité de ce centre. Un parc d'exposition déjà réceptionné, une université, hélas en chantier. C'est là où il faudrait que nous nous accordions sur la nécessité avec le secteur privé d'engager les travaux dans le mode fast-track. Parce que l'Afrique n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. On est obligé de travailler plus vite et donc les chantiers doivent être bouclés au maximum sur 2 ans. Il faut que les gens s'adaptent dans cette phase parce que nous devons pouvoir réceptionner tout cela et avec la qualité. Donc il faut que toutes les entreprises et privées en particulier puissent se mettre dans ce registre, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire ce qu'on a fait jusque-là. Nous avons évidemment les autoroutes. On était à une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, nous avons plus de 270 kilomètres d'autoroutes, dont la section Thiès-Touba, communément appelée Ila-Touba, sera inaugurée ce jeudi et mise en circulation, mais aussi la section AIBD-Mbour. Et ces travaux doivent se poursuivre. Une ligne du train express régional qui sera réceptionné le 14 janvier, c'est l'un des projets les plus emblématiques, je pense, de notre mandature. Pour qui connaît c'est quoi un train électrique et le saut technologique qui a été opéré par notre pays. Puisque une chose était d'avoir un train, une autre c'est d'être dans la projection de trains électriques modernes à une vitesse de 160 km à l'heure et qui pourra assurer le transport d'environ 115 000 passagers par jour. Et ce train sera combiné en mode multimodal avec le BRT, qui est le projet de bus transit rapide que nous sommes en train de monter avec la Banque mondiale et certains partenaires. Et c'est dire qu'il y a une véritable révolution en cours dans le système de transport public de masse au Sénégal. Des complexes sportifs multifonctionnels dont Dakar Arena, bientôt un stade olympique de 50 000 places, les centrales solaires dont presque toutes ont été réalisées sur le modèle IPP, donc c'est du partenariat public-privé, ça c'est connu déjà depuis longtemps chez nous, et surtout 2 nouveaux projets de port en gestation ou en construction pour l'un. Et le trait de tous ces projets, c'est que nous les avons réalisés avec nos partenaires en mode fast track. Donc ceux qui ne peuvent pas faire le fast track peuvent s'abstenir le temps que nous, on puisse... Oh, je le dis parce que j'ai une université, ça fait 4 ans, elle est là-bas, en chantier ouvert. Et ça, j'invite nos amis du secteur privé national à parler aussi avec certaines entreprises. Il ne faut pas ouvrir une université qui est en chantier depuis 5 ans. C'est pas normal. Donc nous allons travailler ensemble dans la confiance, mais avec des délais. Ça, c'est absolument quelque chose qui ne sera pas négociable. Alors donc, nous sommes en quête d'émergence et nous voulons avancer en rythme accéléré, évidemment en évitant les pertes de temps indues. C'est pourquoi aussi l'administration doit être réformée. Parce qu'on perd trop de temps aussi pour des autorisations de ceci, des autorisations de cela. Et ça, ce n'est plus acceptable. C'est-à-dire que nous allons engager fatalement la dématérialisation. Ça, c'est l'engagement que je peux prendre ici. Et j'en ferai vraiment mon combat premier. La dématérialisation des procédures pour tout ce qui concerne déjà ce qui a été engagé par l'APIX et le ministère des Partenariats, le permis de construire. Bon, c'est vrai, il a été
réduits, les délais ont été réduits, mais il reste encore que il y a des difficultés, c'est la vérité. Parce qu'autrement, quelqu'un n'a pas besoin de solliciter une intervention auprès du président de la République. Ça doit aller naturellement. Vous avez un projet, il tient la route, vous avez les papiers, vous devez avoir votre autorisation dans les délais. Voilà ce que nous allons continuer à imprimer de façon à faire plus encore pour les 5 prochaines années, s'il plaît à Dieu, et si nous avons la confiance de nos compatriotes, que les 7 dernières années, puisque nous avons la politique, c'est le PSE, nous avons les programmes, nous avons les financements, donc il n'y a pas de raison que nous n'allions pas plus vite et mieux. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces questions. Et ces performances ont positivement impacté l'économie sénégalaise. Le taux de croissance du PIB est passé de 4,6% en 2014 à 7,2%. Mais si on veut faire un rappel historique, on partira de 1,7 dont on a hérité. Le dire, ce n'est pas jeter des cailloux dans le jardin de qui que ce soit. Mais on est parti d'une croissance de 1,7. Aujourd'hui, on est, depuis ces 4 dernières années, à une croissance moyenne de 6,6% l'année, avec des pointes de 7,2. Et nous devons maintenir ces efforts pour les années à venir. Nous avons pu maintenir l'inflation à moins de 2% depuis la période et le ratio d'endettement est de 47,7% aujourd'hui du PIB sur une norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%. Donc voilà un peu le cadrage. Donc c'est un cadrage qui est tout à fait positif et tout à fait stable. Sur l'environnement des affaires, nous avons mis en place plusieurs réformes. Des réformes pour faciliter la création d'entreprises. Cela nous a valu d'ailleurs des points sur Doing Business, le transfert de propriété, l'accès à l'électricité, je crois que Sénélec a fait des efforts, et l'octroi du permis de construire. À ce niveau, je demande à l'association des maires du Sénégal aussi de travailler avec le ministère et l'APIX pour que, au niveau des communes également, qu'il n'y ait pas de retard indu, puisque à ce niveau, il y a aussi quelques problèmes. Les opérations portuaires s'effectuent désormais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc la douane a mis en place des dispositifs pour qu'elle puisse travailler, et le port aussi, H24 et 7 jours sur 7. Nous octroyons des avantages incitatifs dans des zones économiques spéciales. Et l'intérêt de ces zones économiques, c'est qu'elles sont extensibles. On peut en créer selon l'activité ou selon le territoire pour stimuler l'investissement. Et ces zones économiques spéciales ont vraiment des incitations dans le domaine, par exemple, de l'électricité. Il est possible pour les entreprises de ces zones de se passer de Sénélec. Je suis le directeur général. Il est possible, si elles veulent ou elles trouvent quelqu'un qui peut leur vendre moins cher que Sénélec, c'est autorisé aujourd'hui. Voilà. Il faut aussi que Sénélec soit performante, continue à être performante. Donc il est possible que les IPP dans ces zones spéciales puissent être des vendeurs, donc en quelque sorte des distributeurs. Sur la législation du travail aussi, il y a des innovations qui sont faites, et tout cela c'est pour augmenter l'employabilité des jeunes et aussi inciter le secteur privé à être présent. Nous avons nous-mêmes lancé le parc industriel de Diamniadio et l'État du Sénégal a commencé l'investissement primaire pour 20-25 milliards. Aujourd'hui, le parc est fonctionnel et nous avons un financement complémentaire de 65 milliards pour aménager les 50 hectares et donc projeter à 20-23 000 emplois pour ce qui concerne le parc industriel de Diamniadio. Alors sur les réformes, je parlais de notre classement Doing Business de la Banque mondiale, et
aussi de notre note B+, B de Standard & Poor's. Le DG de l'APIX pourra revenir amplement sur ces questions. Je voudrais aussi rappeler que le Sénégal est le premier pays africain et 4e mondial à avoir accompli des progrès satisfaisants de la norme ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et nous avons été membres de l'ITIE depuis 2013. Enfin, nous avons le 10e rang africain du dernier classement Mo Ibrahim, qui a été publié le 29 octobre dernier. C'est une bonne classification, mais il faut être premier, c'est ça que nous visons, ce n'est pas de 10e de la classe. Alors, le Sénégal, c'est aussi une large tradition de stabilité politique et sociale, mais c'est des institutions solides, arrimées à un état de droit qui garantit la sécurité des affaires et l'égalité de tous devant la loi. À travers le Conseil présidentiel de l'investissement, nous disposons depuis plusieurs années déjà d'un cadre inclusif de dialogue sur l'environnement des affaires, regroupant les acteurs publics, privés, les partenaires sociaux, mais aussi la société civile. Donc voilà ce que je pouvais dire comme avancée. C'est vraiment très résumé comme avancée dans certains domaines. Et c'est sur cette base que nous voulons établir avec vous, mesdames et messieurs du secteur privé, un nouveau contrat de confiance pour la phase 2 du PSE. Nous misons sur une participation plus soutenue de l'investissement privé à la réalisation du PSE. Il est clair que nous allons continuer des efforts sur l'infrastructure, sur l'inclusion sociale, mais si nous voulons maintenir cette croissance, surtout à 9%, tel que nous le souhaitons, il faut que les investissements directs étrangers puissent progressivement prendre le relais des investissements publics. Et pour cela, donc, moi je suis prêt à faire tout le paquet de réformes qui est nécessaire pour faire ce saut qualitatif afin que l'IDS puisse être à la hauteur de nos attentes. Vous aurez une présentation des projets matures, des projets qui sont inscrits sur le tableau de bord, la matrice d'action. Évidemment, nous allons éviter vraiment le maximum possible des projets qui sont hors cadrage, puisque tout est normé en principe. Et nous allons éviter aussi l'excès d'offres spontanées. Il faut qu'on parte de ce qui est programmé, de ce qui a fait l'étude, et travailler dans ce cadre. Les opportunités d'investissement porteront sur des secteurs tels que les infrastructures, toujours, c'est sûr, les routes, les autoroutes à péage, les mines. Le Sénégal est devenu un pays à vocation minière depuis peu. Que ce soit pour l'or ou l'ilménite, l'oxyde de titane, ou alors le phosphate également, qui n'était concentré avant que dans la région de Thiès, mais qu'on retrouve au nord du Sénégal, au centre. Donc il y a vraiment un développement phosphatier très important, le ciment, bien sûr, mais le ciment aussi, j'ai dit à nos amis cimentiers, c'est une activité industrielle. C'est-à-dire, au-delà du code minier, il faut quand même aussi que nos amis acceptent de payer les taxes. Parce qu'un État aussi, il vit de taxes. S'il n'a pas de taxes, il ne peut pas... Je sais que dans une réunion de promotion avec le privé, ce n'est pas un mot qu'on aime souvent entendre. Mais il faut qu'on se parle aussi franchement. On ne peut pas avoir un secteur commercial aussi important que le secteur du ciment qui ne paye pas des impôts sur son activité. Puisque nous avons vraiment des engagements très forts pour l'emploi des jeunes, pour la sécurité. Nous sommes dans une zone sahélienne. Vous connaissez les défis en matière de sécurité.
Il faut donc, voilà, les activités économiques payent l'impôt là où la richesse elle est créée. C'est valable pour le pétrole, c'est valable pour le gaz, c'est valable pour les mines. Et ça, il faudra que les secteurs qui jusque-là étaient épargnés, que nous puissions bien sûr ensemble travailler sur le minimum qui ne peut pas ne pas être fait. Et je souhaite qu'avec le soutien d'ailleurs du Fonds monétaire international, qu'il nous aide à monitorer et à développer les outils. C'est comme le foncier aussi, je l'ai dit, foncier c'est surtout au niveau national, pour que le foncier également puisse générer quelques revenus qui permettent à l'État de poursuivre ses politiques d'aménagement d'autres territoires, ses politiques de zéro bidonville, parce qu'il faut aménager les bidonvilles, y mettre de la voirie, de l'assainissement, de l'éclairage, créer l'emploi pour les jeunes. Alors, donc ça c'est, soit dit en passant, c'était un point juste que je voulais rappeler dans le cadre de l'activité des mines. Mais d'autres secteurs importants, c'est les transports, le système, le secteur également des services en matière de transport, l'agriculture et l'agro-industrie, qui fait d'importants résultats, l'habitat, il y a une forte demande en habitat, il y a aussi le secteur touristique, puisque aujourd'hui, à Dakar, si on se dit la vérité, on n'a aucun hôtel de type 5 étoiles qui soit vraiment opérationnel. Je ne parle pas de palace. Parce que l'ambition d'émergence aussi, c'est de présenter tout ça dans un pays. Il faut de 2 étoiles, de 3, mais il faut aussi avoir un cadre attrayant pour tout type d'investisseurs et tout type de public. Donc je crois qu'en matière d'hôtellerie, nous avons de gros besoins. En Casamance, j'ai lancé depuis 2 ans une zone prioritaire qui exonère de l'impôt. Cette fois-ci, on a renoncé à toute taxe, tout impôt sur le développement de l'activité touristique en Casamance pour la relance. Donc sur le tourisme, il y a et l'hôtellerie des perspectives. Dans le domaine de la santé privée, on a besoin d'hôpitaux privés qui soient pleinement outillés. Je salue les efforts du Fonds 6 d'ailleurs qui a commencé, qui a amorcé avec des hôpitaux publics en mettant un peu des sections pour tout ce qui concerne la radiologie, les laboratoires d'analyse, mais il faut aller au-delà. Il faut avoir carrément des hôpitaux privés qui vont avoir tout le plateau afin que nous limitions aussi le nombre d'évacuations sanitaires. Même si on a mal à la tête, on doit aller à Paris ou à Tunis ou à... Alors qu'on a le personnel, c'est vrai, il faut continuer à venir quand c'est trop sérieux, mais nous avons les bons médecins, les bons professeurs, c'est l'environnement qui reste. Et ça, c'est le privé qui peut apporter cette touche. Nous allons continuer les mêmes efforts pour les hôpitaux publics, mais il faudra que sur la santé aussi et sur l'éducation, que les réformes à ce niveau aussi puissent concerner ces 2 secteurs, sur les attentes de l'État. Puisqu'on met énormément de ressources dans ces 2 secteurs qui sont toujours instables, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait aussi des réformes pour aller vers le privé. Pour l'enseignement supérieur d'ailleurs, il faut se réjouir aujourd'hui du développement fulgurant des universités privées, des écoles d'enseignement supérieur privées. Il faut que dans la médecine, au-delà des cliniques, je félicite les promoteurs de ces cliniques, qu'il y ait également des plateaux plus complets afin que toute la médecine soit desservie sur place. Il y a l'économie numérique qui est un secteur essentiel pour nous et pour l'avenir. Nous avions commencé à lancer des FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Il faut dire les choses, c'est encore très cher. Donc il faut que les opérateurs nous aident à baisser le prix de l'Internet au Sénégal. Il faut que l'accès soit plus libre si nous voulons développer l'économie numérique. Et à ce niveau, l'ARTP devra travailler avec les opérateurs et les nouveaux FAI pour que voilà, l'accès soit libre. D'ailleurs, j'ai décidé de signer un décret pour enlever la taxe qui leur a été demandée, des redevances de 200 millions
par an, ils ne peuvent pas payer cela. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi que le grand frère Orange puisse, monsieur le directeur général de la Sonatel, puisse faire un peu de place à ces petits opérateurs. Parce que quand vous êtes dominant, les autres, ils ne vont pas pousser. Il faut laisser de l'espace vital pour les petits. Cela ne gâchera pas votre affaire, hein, mais il faut juste laisser un peu d'espace pour qu'eux aussi ils trouvent leur azote pour pousser. Alors, il y a tous les services maintenant liés à l'industrie du pétrole et du gaz. Alors ça c'est important, c'est dans la perspective de l'exploitation du gisement GTA au nord du Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie. Dès vendredi, ce vendredi, nous allons signer à Nouakchott l'ensemble des textes, des autorisations d'exploitation. Le ministre du pétrole va, j'espère, parce que là j'ai donné un deadline, hein. Vendredi, il n'y a pas de, on va encore aller en réunion. Tout sera signé ce vendredi. La fiscalité, monsieur le ministre, et nous allons déclarer le Final Investment Decision pour le gaz GTA. Pour SNE, nous allons aussi travailler à Sangomar, ça c'est du pétrole et du gaz. Et nous sommes dans une perspective gas to power pour l'électricité. À ce niveau aussi, nous travaillons pour que dès 2023 au plus tard, que le first gaz obtenu de SNE puisse alimenter les centrales de Sénélec, mais aussi aux besoins d'autres centrales privées, afin de baisser drastiquement le coût de l'électricité au Sénégal. Puisque cette année, il faut le dire, la subvention a été historique. Et évidemment, mettre plus de 100, combien, 180, c'est même plus le chiffre, tellement il est astronomique. Plus de 160 milliards, 180 milliards pour subventionner Sénélec. Ouais, imaginez ce qu'on peut faire avec cette manne. Voilà, donc il faut qu'on baisse les coûts, il faut qu'on développe le gas to power, qu'on continue la diversification. Et à ce propos, je salue quand même les résultats très importants qui ont été obtenus dans notre mix énergétique. Nous sommes en train de lancer Taïba Ndiaye, qui est donc une centrale éolienne, plus de 200 MW de solaire. Le grand succès de Scaling Solar, dont fait avec la banque, la SFI, où le kilowattheure a été obtenu à 24 francs pour l'une des centrales et 25 francs CFA. Je ne sais pas c'est combien de centimes d'euros. Voilà. 4 centimes. Voilà. 4 centimes d'euros. C'est historique. Et c'est du solaire au Sénégal. Donc, il faut que ces efforts, ce mix, soient maintenus. Et si nous arrivons à avoir le gaz, là aussi, je pense, d'après les évaluations, le coût moyen sera autour de 40 francs, 35 francs CFA. Ça va beaucoup baisser et nous n'aurons plus à subventionner notre ami Makhtar Cissé, mais c'est lui qui devra verser des dividendes à l'État en ce moment. Et il est temps. Alors, pour les services liés à l'exploration du gaz et du pétrole, j'ai dû arrêter un peu une manifestation d'intérêt que le port avait lancée. C'était bien, mais comme je pense qu'il était allé trop vite, et quand on danse plus vite que la musique, parfois on se perd. Donc, on a dû arrêter le temps d'abord de finaliser la loi sur le contenu local. Parce qu'il faut qu'on encadre l'activité. Et cette loi sera votée en début janvier, tout comme la loi sur la gestion future des revenus pétroliers et gaziers. Comme ça, on saura quelle est la partie qui peut revenir aux nationaux dans l'environnement parapétrolier, étant entendu que pour l'activité pétrolière elle-même, c'est une affaire de compagnie pétrolière, sauf si on a des privés qui veulent s'aventurer dans l'exploration. C'est assez risqué, mais ça peut rapporter gros. Mais c'est assez risqué. Bon. Donc, mais l'activité parapétrolière, la gestion, la logistique, ainsi que les services divers, les assurances, tout ça, nous pourrons travailler
avec le secteur privé national et international pour que cet environnement puisse être propice au développement national. Nous avons aussi, pour revenir sur le pôle urbain de Diamniadio, qui est la ville du futur, et qui va accueillir à partir de la fin de ce mois une quinzaine de ministères qui seront transférés. Nous avons déjà tout le pôle du secteur primaire qui est déjà sur place, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Pêche. Il y a un quatrième, non? Voilà. Et puis, l'éducation nationale qui va arriver et tous les autres, en dehors des secteurs de souveraineté qui ont des bâtiments à Dakar, tous les autres vont aller à Diamniadio. Et vous aurez le TR, donc la question du transport public, l'autoroute à péage, la connectivité est réglée. Donc ça aussi, il y a, comme je l'ai rappelé, la Maison des Nations Unies, et nous travaillons avec le PNUD sur place et le système des Nations Unies pour donner de nouvelles opportunités et un regroupement plus optimal des agences des Nations Unies au Sénégal. Et plus tard j'ai vraiment l'ambition de faire évoluer le TR au-delà de l'aéroport, mais ça on verra avec les capacités économiques, jusqu'à Mbour pour la partie Petite Côte, donc qui pourrait desservir Saly, puisque en vérité un train qui fait 160 km, il ne peut pas juste se contenter d'un réseau de 50 km. Il faut pouvoir aller au-delà et aller à Thiès. Thiès, nous sommes à 11 km de AIBD. Donc dans une seconde phase, après AIBD, il doit être possible de prolonger le TR jusqu'à Thiès et jusqu'à Mbour. Enfin, nous avons l'aménagement de parcs industriels et de parcs technologiques, des plateformes logistiques, de zones économiques spéciales et d'agropoles. Donc tout cela, c'est dans le PAP 2. Il vous est loisible de consulter ces projets et aussi qu'on définisse le cadre d'intervention pour chacun de ces projets. Nous allons aussi accueillir, vous le savez certainement, en 2022, les Jeux olympiques de la jeunesse, ce qui va aussi nécessiter des efforts dans l'aménagement urbain, dans la propriété de la ville et dans le désencombrement qui aujourd'hui pénalise Dakar. Dakar est un vaste marché de vente de véhicules dans toutes les rues, dans tous les coins, et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer. Il faut qu'avec les maires, qu'on s'accorde que si quelqu'un va acheter un véhicule, il va là où on vend les véhicules. Si quelqu'un veut faire réparer sa voiture, il ne peut pas la mettre juste devant, voilà, dans la rue, et puis on invente un garage mécanique sur place. Donc ça, c'est des questions qu'on va régler, parce qu'on ne peut pas accueillir le monde entier dans ce désordre. Donc il faudra vraiment que ceux qui auront en charge ces secteurs, qu'ils soient courageux et qu'ils soient surtout déterminés à mettre de l'ordre également dans cet encombrement urbain qui est devenu un vrai problème pour les citoyens de Dakar. Il faudra renforcer aussi les capacités d'accueil et d'hébergement des athlètes. Nous avons convenu de renforcer à travers l'université Amadou Mahtar Mbow pour le logement des étudiants. Ces bâtiments pourront donc héberger les athlètes et après revenir aux étudiants. C'est un peu la formule qui a été faite par l'Argentine et par beaucoup de pays. Il ne s'agit pas de construire pour les Jeux olympiques, ça n'a pas de sens. Les logements d'étudiants, ce qui va être fait, aura comme destination finale, bien sûr après les Jeux, de loger les étudiants ou d'en faire des logements sociaux. Enfin, pour terminer, je voudrais rappeler que le Sénégal étant membre de l'UEMOA, tout accès à notre marché vous ouvre le marché des 8 pays de l'UEMOA et le marché des 15 pays de la CEDEAO, qui fait plus de 300 millions de consommateurs. Donc venez vite investir et j'en profite pour vous inviter à la conférence sur l'émergence, conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. C'est prévu du 17 au 19 janvier prochain à Dakar.
et vous êtes donc les bienvenus. Voilà, mesdames et messieurs, les remarques que je souhaitais faire en guise d'introduction et je vous remercie de votre attention.